On va terminer cet après-midi d'information donc avec Dominique Vidot et Ludwine Messiaen qui vont parler de génétique des neurofibromatoses. C'est à vous. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je suis vraiment enchantée d'être ici à Paris, ville de lumière. Dominique et moi, nous avons collaboré pour faire une présentation jointe représentant les résultats de son laboratoire et la mienne. Et comme Dominique est plus confortable en français qu'en anglais, et moi, je suis plus confortable en anglais qu'en français, on a divisé les tâches que moi, j'ai donné la présentation en anglais. Elle va présenter toute la présentation jointe en français. Moi, je suis belge d'origine, mais le français, ce n'est pas ma langue maternelle, c'était le flamand. Et comme ça, je n'ai plus l'habitude de parler le français parce que je suis déménagée aux États-Unis il y a 15 ans. Merci beaucoup pour votre attention ici, Dominique. Merci beaucoup, Ludwine. Vous allez voir d'ailleurs que nous avons préparé cette présentation ensemble et le travail que nous réalisons dans nos deux laboratoires est très similaire. Nous faisons la même chose depuis plus de 20 ans déjà. Alors, comme Ludwine vous l'a dit, elle est belge d'origine, mais elle travaille depuis 15 ans à Birmingham, en Alabama. Alors, je ne sais pas si j'ai une petite flèche. Voilà. C'est donc ici, elle est professeure de génétique et directeur du laboratoire de génétique médicale de l'université d'Alabama depuis donc juillet 2003. Quant à moi, eh bien, je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Vous savez que je travaille ici à Paris, à la fois à la faculté de pharmacie où nous avons notre activité de recherche et au laboratoire de génétique de l'hôpital Cochin où nous avons notre activité de diagnostic. Juste, nous allons quitter prochainement la faculté de pharmacie puisque nous allons intégrer l'Institut de recherche de l'hôpital Cochin. Et c'est Éric Passement qui sera directeur de notre unité INSERM puisque nous avons eu la chance d'apprendre il y a pas plus tard que 15 jours que notre équipe allait être labellisée INSERM. Et ça, pour nous, c'est vraiment une très bonne chose. Ça... Alors, quelles sont les pathologies étudiées dans nos laboratoires respectifs? Eh bien, Ludwine à Birmingham réalise le diagnostic moléculaire de toutes les neurofibromatoses et de l'ensemble des rhasopathies, et ce, à partir de différents prélèvements, que ce soit du sang, de la salive, des biopsies, des cultures cellulaires, des tumeurs, du sperme. Alors, on entend par neurofibromatose et l'ensemble des rhasopathies toutes les pathologies qui affectent la voie RAS-MAP kinase que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter moult fois au cours des réunions de l'association, c'est-à-dire la neurofibromatose de type 1, le syndrome de Noonan, les neurofibromatoses de type 1 segmentaire, dû au gène NF1, le syndrome de Legius, l'ensemble des rhasopathies. On va voir qu'il y a de nombreux gènes qui sont mutés à l'origine de ces rhasopathies, mais également la neurofibromatose de type 2, les schwannomatoses et syndromes apparentés, ainsi que les ménangiomatoses. Nous, c'est un tout petit peu différent, puisque nous n'étudions pas l'ensemble des rhasopathies. Vous savez qu'au laboratoire, nous, c'est neurofibromatose de type 1, neurofibromatose de type 2, schwannomatose et ménangiomatose. En revanche, les rhasopathies sont étudiées chez Hélène Cavé, qui est une de nos collègues qui travaille à Robert Debré. On travaille ensemble depuis très très longtemps et d'ailleurs on a été amenés souvent à collaborer pour certains patients. Donc nous, au laboratoire à Cochin, c'est NF1, NF2, syndrome de Legius, schwannomatose et ménangiomatose. Alors, les principales formes de neurofibromatose, vous en avez entendu parler, bien entendu, depuis le début de la journée et beaucoup d'entre vous en sont malheureusement affectés, donc connaissent parfaitement ces maladies. La neurofibromatose de type 1 est connue depuis longtemps. La première description a été faite par von Recklinghausen en 1881.
Le gène, lui, est connu depuis 1990, et d'ailleurs, moi, j'ai démarré mon activité de génétique moléculaire avec l'identification du gène NF1 en 1990. Donc, vous voyez que ça fait quand même un petit bout de temps. Cette maladie est transmise sur un mode autosomique dominant. C'est une maladie génétique fréquente. C'est une des plus fréquentes des maladies génétiques, puisqu'on estime la prévalence à 1 sur 2500 à 1 sur 3000 individus, ce qui est beaucoup. Donc environ 20 000 individus atteints en France. C'est une maladie qui est généralement présente dès la naissance. On dit qu'elle est à pénétrance complète, et la pénétrance est complète à l'âge de 8 ans, c'est-à-dire que les signes cliniques sont vraiment tous présents à l'âge de 8 ans. Et elle est caractérisée, vous le savez, par la présence de taches café au lait et de neurofibromes en particulier. La neurofibromatose de type 2 est connue cliniquement depuis plus longtemps. Les gènes ont été mis en évidence, identifiés à peu près en même temps que ceux de la neurofibromatose de type 1 en 1993, simultanément par 2 équipes différentes, dont une équipe française. C'est également une maladie autosomique dominante, caractérisée également par 50% de cas sporadiques. Je ne l'avais pas dit pour NF1, mais dans la neurofibromatose de type 1, la moitié des cas sont des cas sporadiques. C'est une maladie qui est beaucoup plus rare, 10 fois plus rare, puisque sa prévalence est d'environ 1 sur 25 000 à 1 sur 40 000. Et en dessous de l'âge de 20 ans, en général, elle n'est pas apparente. Les signes cliniques apparaissent après 20 ans. Les signes cliniques principaux de la neurofibromatose de type 2, c'est bien entendu le schwannome bilatéral vestibulaire. Mais on retrouvera également des schwannomes périphériques et des ménangiomes. Je parlerai plus tard de la schwannomatose, qui est une entité un petit peu plus confuse encore à nos jours, actuellement. Donc si on revient sur la neurofibromatose de type 1, c'est une maladie autosomique dominante fréquente, à pénétrance complète. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a une mutation du gène NF1, on va être atteint de la maladie, on va déclarer les signes cliniques de la maladie. Mais en revanche, cette maladie a une expressivité variable, c'est-à-dire que même pour une même mutation du gène NF1, eh bien, il y aura certains patients qui seront gravement atteints et d'autres beaucoup moins sévèrement atteints. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on souhaite réaliser le diagnostic moléculaire de NF1, cliniquement, c'est assez facile de savoir qu'un patient est atteint de NF1 et qu'il va falloir choisir, réaliser le diagnostic moléculaire le plus spécifique et le plus sensible possible pour être en mesure d'identifier la mutation à l'origine de cette maladie. Alors, transmission autosomique dominante, juste pour vous rappeler que cela veut dire que, bien entendu, les individus atteints sont hétérozygotes. Le gène NF1 a 2 allèles, comme tous les gènes de toutes les cellules. Mais une personne hétérozygote, ça veut dire que sur ces 2 allèles, un des 2 allèles porte une mutation du gène NF1, l'autre allèle ne porte pas de mutation. Autosomique dominante, ça veut dire que le gène NF1 est situé sur ce qu'on appelle un autosome, c'est situé sur le chromosome 17, ce qui veut dire que les hommes et les femmes sont également atteints, comme vous pouvez le voir sur cet arbre généalogique, où on a plusieurs générations atteintes, et des hommes et des femmes également atteints. La pénétrance de cette maladie est complète, mais son expressivité peut être variable. Ce qui est très particulier dans le cas de la neurofibromatose de type 1, on l'a également dans la neurofibromatose de type 2, c'est que 50% des cas sont des cas sporadiques, dus à des mutations de novo. Cela est représenté par le 2e arbre généalogique, où là, vous voyez que les parents ne sont pas atteints, mais en revanche, leur enfant, leur fille, est atteinte de neurofibromatose de type 1. Les parents ne sont pas porteurs de la mutation, en revanche, celle-ci est bien présente chez la petite fille. Plus nous avançons dans les analyses moléculaires de la neurofibromatose de type 1, plus nous arrivons à mettre en évidence ce qu'on appelle des mosaïques, avec une possibilité de présentation segmentaire. Alors, une mosaïque, ça veut dire tout simplement que toutes les cellules de l'organisme ne sont pas porteuses d'une mutation du gène NF1. Lorsque l'on a une forme complète de neurofibromatose de type 1, toutes les cellules, absolument toutes les cellules de l'organisme sont porteuses d'une mutation du gène NF1. En revanche, lorsqu'un individu est porteur d'une NF1 en mosaïque, cela veut dire qu'il a à la fois des cellules tout à fait normales, sans mutation du gène NF1, et un groupe de cellules plus ou moins important, porteurs d'une mutation du gène NF1. Et phénotypiquement, cliniquement, comment cela se présente-t-il? Eh bien, cela se présente souvent par une forme qu'on dit segmentaire de la maladie, à savoir qu'il n'y a qu'une seule partie du corps qui va être atteinte.
Et ce sont les techniques actuelles d'analyse moléculaire, en particulier ce qu'on appelle le Next Generation Sequencing, le séquençage au débit, qui permet de mettre relativement facilement en évidence ces mosaïques, chose que l'on n'arrivait pas à faire auparavant, parce que souvent l'allèle est présent à tout petit pourcentage, l'allèle muté, le gène muté, à 2-3%, et ça, par les techniques qu'on utilisait précédemment, elles n'étaient pas suffisamment sensibles pour pouvoir descendre si bas dans le niveau de détection. Donc, maintenant qu'on a des techniques beaucoup plus sensibles, on arrive à mettre en évidence de plus en plus souvent ces mosaïques présentes chez ces individus porteurs de neurofibromatose segmentaire. Ça, c'est un grand progrès. Pour pouvoir mettre en évidence ces présentations segmentaires, on peut également tester des tissus atteints, à savoir un neurofibrome ou une tache café au lait. Donc sur cette diapositive sont représentés 2 individus porteurs d'une neurofibromatose segmentaire, un jeune homme avec, vous voyez, la partie supérieure du tronc porteuse de taches café au lait, et une jeune femme qui ne présente, ou un enfant, je ne sais pas trop, qui présente des neurofibromes uniquement au niveau du cou. Alors là, il y a une petite différence entre ce que fait Ludwin aux États-Unis et ce que nous faisons, nous, au laboratoire. Nous, pour étudier les neurofibromatoses segmentaires, nous testons une biopsie complète, directement, sans passer par une culture cellulaire. C'est-à-dire qu'on prélève soit une petite biopsie de peau, soit un neurofibrome, on extrait l'ADN et on réalise un séquençage au débit pour rechercher la mutation. À Birmingham, Ludwin a la possibilité de réaliser une culture de cellules à partir de ces biopsies et de tester ensuite, de rechercher la mutation sur ces cultures de cellules. Donc c'est certainement un petit peu plus sensible, mais malheureusement, nous, à Paris, nous n'avons pas la possibilité de réaliser ces cultures cellulaires en routine au laboratoire de diagnostic. On en fait, mais en recherche, pas en diagnostic. Peu d'hétérogénéité génétique dans la neurofibromatose de type 1, savoir que peu de pathologies présentent des signes cliniques similaires à la neurofibromatose de type 1. On notera en particulier le syndrome de Légius, qui partage avec la neurofibromatose de type 1 la présence de taches café au lait et de lentigine, et parfois le syndrome de Noonan lié à des mutations du gène PTPN11 pour lesquelles les patients peuvent présenter des taches café au lait. Et en dehors de ça, peu d'autres pathologies se présentant avec des signes cliniques similaires à la neurofibromatose de type 1. Quand on a des doutes sur le diagnostic clinique, vous voyez qu'il sera plus confortable de pouvoir tester l'ensemble des gènes simultanément pour avoir une réponse. Alors, quand va-t-on réaliser un test génétique? On a pour habitude de dire que la neurofibromatose de type 1, c'est relativement simple de réaliser un diagnostic clinique. Certes, les patients ont des taches café au lait, des neurofibromes, c'est assez difficile de passer à côté d'un diagnostic de neurofibromatose de type 1 en particulier. Seulement parfois, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle des formes paucisymptomatiques, où les individus ne vont présenter que des anomalies de pigmentation, à savoir des taches café au lait et des lentigines. À ce moment-là, il va être difficile de faire un diagnostic différentiel avec le syndrome de Légius. Et puis, bien entendu, les enfants, qui souvent ne présentent que des taches café au lait, surtout lorsque les parents n'ont rien dans les cas sporadiques. Il va bien falloir mettre un nom sur les symptômes cliniques. Nous pouvons également proposer un test génétique chez les individus ne présentant une forme atypique de neurofibromatose de type 1, à savoir une neurofibromatose spinale avec des neurofibromes qui sont localisés au niveau de la colonne vertébrale, un syndrome de Noonan NF1, qui est un syndrome un petit peu particulier, une neurofibromatose de type 1, mais qui associe quelques signes cliniques du syndrome de Noonan, les neurofibromatoses segmentaires dont nous avons déjà parlé. Donc vous voyez des formes pour lesquelles il est parfois cliniquement difficile de faire le diagnostic. Et puis bien sûr, la troisième raison pour laquelle nous serons amenés à faire un test génétique, c'est bien entendu le projet parental dans l'éventualité d'une demande de diagnostic prénatal ou de diagnostic préimplantatoire. Là, bien entendu, pour pouvoir réaliser ces diagnostics, il faut connaître la mutation. Donc vous voyez, pour pouvoir poser un diagnostic lorsqu'un individu va se présenter uniquement avec des taches café au lait et des lentigines, eh bien là, au niveau clinique, on ne saura pas vraiment quoi répondre à cet individu, à cette personne, à ce patient. Il va donc falloir faire la différence entre l'existence d'une neurofibromatose de type 1 liée à des mutations du gène NF1 avec un risque tumoral plus ou moins important, c'est-à-dire l'apparition de neurofibromes, voire éventuellement de tumeurs malignes des gaines nerveuses. Le diagnostic moléculaire va pouvoir nous permettre de faire la différence donc, entre la présence d'une neurofibromatose de type 1,
un syndrome de Légius, où là également on va retrouver des taches café au lait et des lentigines, mais où là le risque tumoral est quasiment égal à 0. Donc on va pouvoir, dans le conseil génétique à ce moment-là, rassurer les patients. Et puis, faire la différence avec un troisième syndrome qui est beaucoup plus rare, qui est, on appelle le syndrome de gènes de réparation, de déficience des gènes de réparation de l'ADN, excusez-moi, lié à des gènes qui n'ont absolument rien à voir avec la neurofibromatose de type 1, et qui est un syndrome qui se voit essentiellement dans les familles consanguines, où là, le risque tumoral est très très important, mais où on a également la présence de taches café au lait. Donc le diagnostic moléculaire va pouvoir nous permettre de faire la différence entre l'ensemble de ces pathologies lorsqu'on a un individu porteur de taches café au lait. De façon plus générale, bien sûr, on peut agrandir ce schéma à l'ensemble des rassopathies, puisque, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, les taches café au lait qu'on a au centre de la diapositive sont quand même le point commun à un ensemble de pathologies, au premier rang desquelles on va trouver la neurofibromatose de type 1, le syndrome de Légius, à un moindre degré le syndrome de Noonan, mais également d'autres rassopathies, comme le syndrome Léopard, le syndrome de Costello, le syndrome cardio-fascio-cutané, qui sont des syndromes qui sont ici à Paris, non pas étudiés à Cochin, mais à l'hôpital Robert Debré. Donc tout ça, l'analyse moléculaire va nous permettre de pouvoir faire la différence entre toutes ces maladies. Alors au niveau, si on aborde un petit peu le côté technique, dans le laboratoire de Ludwine Messiaen aux États-Unis, l'analyse moléculaire est réalisée d'emblée avec un panel de gènes qui correspond à la neurofibromatose de type 1 et à l'ensemble des rassopathies. Vous verrez que chez nous, ici, on se contente des gènes du NF1 et sprénin du syndrome de Légius. Les techniques actuellement utilisées permettent de pouvoir, comme on dit, séquencer avec une profondeur suffisamment importante pour pouvoir mettre en évidence les mosaïques, donc très important dans les formes segmentaires, et puis bien sûr de couvrir l'ensemble des parties codantes, mais également des parties non codantes, qu'on appelle les introns, au sein desquels on a pu quand même mettre en évidence des mutations responsables de neurofibromatose de type 1. Ces mutations avec Ludwine, nous les connaissons bien, ces mutations qu'on dit introniques, parce que la stratégie que nous utilisions avant le NGS était l'étude des transcrits, l'étude de l'ARN messager, qui permettait de mettre en évidence l'ensemble de ces mutations. Donc, tout comme à Paris, tout comme ici à Cochin, chez Ludwine Messiaen, globalement, la stratégie d'analyse face à une neurofibromatose est une stratégie, je dirais, en 2 temps. Dans un premier temps, le NGS, le séquençage au débit, avec un panel de gènes qui permet d'identifier les gènes responsables de neurofibromatose, syndrome de Légius et rassopathie. Et puis, dans les cas familiaux négatifs, où là on est vraiment quasiment certain qu'il y a vraiment une mutation du gène NF1, mais l'analyse de l'ADN n'a pas permis de mettre en évidence l'anomalie moléculaire, eh bien il faut passer à l'étude de l'ARN messager, comme nous le faisions précédemment. Et puis si on ne trouve à nouveau rien du tout, eh bien, face par exemple à une neurofibromatose segmentaire, réaliser cette même analyse à partir d'une biopsie de peau de neurofibrome après mise en culture. Ici à Cochin, à Paris, c'est quasiment la même chose. Nous partons de l'ADN génomique extrait des leucocytes, des cellules circulantes, donc un prélèvement de sang suffit. Séquençage au débit, donc NGS. Mutation petite, si on trouve la mutation, bien sûr, on va faire le compte-rendu, et éventuellement rechercher l'anomalie moléculaire chez des apparentés si besoin. Si nous ne trouvons pas la mutation, et si on est face à un réel cas familial de neurofibromatose de type 1, tout comme chez Ludwine Messiaen, eh bien, nous allons étudier l'ARN messager. En cas de résultat négatif, peut-être dans les, on l'espère, mois à venir, nous pourrons passer à l'étude complète de l'exome, voire du génome, grâce à la mise en forme des nouvelles plateformes de séquençage au débit qui, normalement, devraient voir le jour à Paris en début de l'année 2019. Alors, quels sont les derniers résultats en matière de corrélation génotype-phénotype? Alors, depuis des années, ça a un petit peu changé ces dernières années, mais vous avez quand même souvent eu l'habitude d'entendre qu'il n'y a pas de corrélation entre la nature de la mutation et la sévérité de la maladie. C'était valable il y a encore quelques années, mais plus nous progressons dans l'identification des mutations, plus nous nous rendons compte que
finalement, il y a quand même certaines mutations, certaines anomalies moléculaires qui sont liées à des phénotypes plus sévères et d'autres à des phénotypes moins sévères. Alors, si on s'intéresse aux phénotypes sévères de NF1, eh bien, on a mis en évidence que les délétions complètes du gène NF1, ces grandes délétions, qui emportent à la fois le gène NF1 et une douzaine de gènes qui entourent le gène NF1, étaient responsables d'un phénotype plus sévère, phénotype pour lequel on va retrouver un nombre plus important de neurofibromes chez des individus qui sont généralement plus jeunes, la présence d'une dysmorphie au niveau du visage, une petite taille, une macrocéphalie, une hyperlaxité ligamentaire, des difficultés d'apprentissage plus présentes et surtout un risque accru de MPNST. Ce phénotype plus sévère, on le retrouve également, ça c'est beaucoup plus nouveau, c'est d'ailleurs une publication du groupe de Ludwin en 2018, chez environ 1% des patients, liés à des mutations qui affectent un groupe d'acides aminés particuliers, localisé en position 844 à 848 de la neurofibromine. Et vous voyez que chez ces patients, on retrouve plus de neurofibromes plexiformes, plus de gliomes, des anomalies osseuses et un risque tumoral augmenté, donc un phénotype plus sévère. A contrario, certaines anomalies sont liées à un phénotype beaucoup plus modéré. On connaît depuis longtemps la délétion de la méthionine en position 992 qui avait été décrite il y a une dizaine d'années par le groupe de Mina Upadhyaya en Angleterre. Et là, on a, a contrario, pas de neurofibrome, pas de gliome, globalement quasiment que des taches café au lait et des lentigines, macrocéphalie et parfois des difficultés d'apprentissage. Et puis plus récemment, toujours décrit par le groupe de Ludwin, des modifications faux sens d'un acide aminé particulier qui est localisé en position 1809 de la neurofibromine. Là, c'est pareil, on aura quasiment exclusivement que des taches café au lait et des lentigines, pas de neurofibrome. Ces deux phénotypes ressemblent bien entendu au syndrome de Légius, qui est dû à des mutations du gène SPRED1. Et vous savez tous que chez les patients atteints de ce syndrome, on ne retrouve ni neurofibrome, ni gliome, mais en revanche, toujours des difficultés d'apprentissage, des taches café au lait et des lentigines. Donc on progresse bien sûr sur ces corrélations génotype-phénotype. Et d'ailleurs, Ludwin devrait, demain ou dimanche, faire une présentation avec de nouveaux variants responsables de ce type de phénotype. Alors, on va passer maintenant à la neurofibromatose de type 2. Ça va être un petit peu plus court. Donc la neurofibromatose de type 2, comme la NF1, c'est une maladie autosomique dominante. Je vous l'ai dit, c'est une maladie qui est beaucoup plus rare, 10 fois moins fréquente que la NF1. Mais comme la NF1, dans 50% des cas, il s'agit d'une pathologie, d'une maladie sporadique. 50% des cas sont sporadiques, 50% des cas sont familiaux. La NF2, elle est caractérisée essentiellement, par la présence de schwannome vestibulaire bilatéral. Mais on peut également retrouver des mutations du gène NF2 chez des individus qui ont un apparenté atteint et un schwannome vestibulaire unilatéral ou deux méningiomes, deux schwannomes, deux gliomes. Il y a également d'autres situations pour lesquelles on va retrouver des mutations du gène NF2. Le gène NF2 est localisé sur le chromosome 22 et est connu maintenant depuis une trentaine d'années. Tout comme pour la neurofibromatose de type 1, la neurofibromatose de type 2 est une maladie à pénétrance complète, mais contrairement à la neurofibromatose de type 1, on connaît un petit peu mieux les corrélations génotype-phénotype, et on peut classer en sous-catégories les différentes formes de neurofibromatose de type 2, allant d'une forme très modérée, en général liée à la présence d'une mosaïque, à des formes beaucoup plus sévères, généralement dues à des mutations tronquantes localisées entre les exons 2 et 13 du gène NF1. Entre les deux, eh bien, comme vous pouvez le voir, on a des formes mildes, c'est-à-dire plutôt modérées, de neurofibromatose de type 2 en fonction du type de mutation et de la présence ou non d'une mosaïque. Mais on connaît bien la NF2. On connaît un petit peu moins bien les schwannomatoses. D'ailleurs, on les connaît depuis beaucoup moins longtemps. Ce sont à nouveau des maladies autosomiques dominantes, pas très fréquentes, 1 sur 40 000 à peu près au niveau de l'incidence. On peut noter en revanche qu'elles sont dans 90% des cas sporadiques, donc beaucoup plus sporadiques que la NF1 et la NF2, et que contrairement aux deux précédentes, la pénétrance des schwannomatoses est incomplète. En ce qui concerne le diagnostic clinique, comment est-ce qu'on fait le diagnostic clinique de schwannomatose ? Eh bien, il faut présenter deux
plus de 2 schwannomes périphériques crânio-spinaux, dont un au moins confirmé par un apathe, en l'absence de schwannome vestibulaire bilatéral confirmé par IRM, parce que sinon, bien sûr, on va rentrer dans le cadre de la NF2, ou un schwannome confirmé par un apathe et un schwannome vestibulaire unilatéral ou un apparenté du premier degré atteint. Alors, les gènes impliqués dans ces schwannomatoses, ils sont au nombre de 2, localisés comme le gène NF2 sur le chromosome 22. Ce sont les gènes SMARCB1 et LZTR1. Alors, comment fonctionnent ces gènes au niveau de ces tumeurs, au niveau des schwannomes? Eh bien, un individu naît avec une mutation du gène, d'un des deux gènes, SMARCB1 ou LZTR1, ou bien on a, en cas de mosaïque, l'apparition des mutations de ce gène un petit peu plus tard au cours de la vie. C'est ce qu'on appelle l'événement numéro 1, que vous avez ici, symbolisé par E1, donc par cette petite flèche. Et puis, au cours de la vie, un deuxième événement va apparaître, responsable de l'apparition, de la croissance de la tumeur. Et vous voyez que ce deuxième événement est un événement somatique qui correspond à la délétion d'une partie du chromosome 22, donc du chromosome qui était non muté, le chromosome 22 non muté. Vous avez ici, voilà. Donc on a ici le premier événement, puis le deuxième événement sur l'allèle, qui était l'allèle normal, qui correspond à une délétion complète du chromosome, de ce bras long du chromosome 22, puis un troisième événement, qui est une mutation du gène NF2 sur à nouveau le premier allèle muté, qui était muté par le LZTR1 et SMARCB1. Donc vous voyez dans ces schwannomatoses un nombre de mutations relativement important, parfois difficile à identifier. Un premier événement, mutation du gène SMARCB1 ou LZTR1, puis un second événement sur le deuxième allèle qui est une délétion complète, plus ou moins complète, du bras long du chromosome 22, puis un nouvel événement, un troisième événement. On revient sur le premier allèle muté avec une mutation du gène NF2. Alors, il est parfois difficile de faire la différence entre une NF2 en mosaïque et une schwannomatose, puisque vous voyez globalement, au centre de ces pathologies, le centre de ces pathologies, ce sont les schwannomes. Alors, quand il y a un schwannome vestibulaire bilatéral, ce n'est pas très, très difficile. En général, c'est une neurofibromatose de type 2. Mais face à un schwannome unilatéral, vestibulaire unilatéral ou à des schwannomes périphériques, là, ça va être très compliqué de faire la différence entre une NF2 en mosaïque et une schwannomatose. D'où l'importance de l'analyse moléculaire pour différencier l'une de l'autre. Globalement, lorsqu'on trouve dans le sang un variant pathogène du gène NF2, c'est d'en trouver ma flèche, eh bien, on a une neurofibromatose de type 2. Lorsqu'on retrouve dans le sang un variant pathogène NF2 en mosaïque, on a une neurofibromatose de type 2 en mosaïque. Mais lorsqu'on a une clinique qui suggère la présence d'une neurofibromatose de type 2 ou d'une neurofibromatose de type 2 en mosaïque ou d'une schwannomatose, mais qu'aucun variant du gène pathogène du gène NF2 est mis en évidence, eh bien entendu, dans ces cas-là, on ira rechercher des mutations des gènes SMARCB1 et LZTR1. Et comment est-ce qu'on va procéder à ce moment-là? On aura peu de chances de trouver ces mutations en première intention dans le sang, puisque souvent, dans ces cas-là, on est sous forme de mosaïque. Donc, la meilleure façon, c'est d'aller rechercher ces mutations, ces variants pathogènes au niveau de tumeurs, et de préférence au niveau de 2 tumeurs indépendantes. On va prélever 2 tumeurs indépendantes chez ces patients, analyser ces patients, et le variant pathogène en commun dans ces 2 tumeurs sera le variant pathogène à l'origine de la schwannomatose. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on aura identifié ces variants au niveau de la tumeur, on le connaîtra, on le saura, on l'aura identifié, on pourra aller le rechercher dans le sang et là, vraiment cibler la position et pouvoir le mettre en évidence, même s'il est présent à une toute petite fréquence, à 1%, à 2%. Donc ce petit schéma juste pour vous montrer le chevauchement qui existe, le chevauchement phénotypique qui existe entre toutes ces pathologies, pour vous dire qu'il est parfois très difficile cliniquement de faire la différence et qu'on est vraiment obligé de passer par l'analyse moléculaire. Puisque vous voyez que globalement, schwannome vestibulaire unilatéral, schwannome
ménangiome, tout ça, on va le retrouver à la fois dans les NF2, les schwannomatoses, voire les ménangiomatoses qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Et tout ça, bien sûr, se complexifie par la présence de neurofibromatoses de type 2 en mosaïque et du fait de l'expressivité variable et de la pénétrance incomplète des schwannomatoses et des ménangiomatoses. Donc là, on a réel besoin de l'analyse moléculaire. Alors, la stratégie d'analyse, alors, elle est vraiment strictement la même chez Ludwig Messiaen et au laboratoire ici à Cochin. Dans un premier temps, en général, on va réaliser un NGS, donc un séquençage au débit, de préférence en parallèle sur 2 tumeurs indépendantes et sur le sang. Bon, malheureusement, en général, ce qui arrive en première intention, c'est du sang. C'est très souvent. Alors, moi, au laboratoire, c'est pas moi qui m'occupe directement de la NF2, c'est Béatrice Parfait. Mais si elle était là, elle pourrait vous dire que sur le sang, en dehors de patients qui ont un schwannome vestibulaire bilatéral, c'est vrai qu'en général, c'est négatif. Donc, il faut retourner à la tumeur, redemander 2 tumeurs indépendantes et réaliser à nouveau le NGS sur ces 2 tumeurs indépendantes. Alors, pour réaliser ce NGS, on fait d'emblée l'ensemble de tous les gènes, c'est-à-dire NF2, SMARCB1 et LZTR1 essentiellement. Ça va plus vite. Et une fois qu'on a pu mettre en évidence ces anomalies par NGS, on les confirme bien sûr par un séquençage de Sanger. Et éventuellement, on va rechercher ces variants pathogènes au niveau du sang, même s'ils sont présents à un très faible pourcentage. Vous voyez, c'est exactement la même chose ici à l'hôpital Cochin. On va partir avec un séquençage ciblé au niveau des cellules sanguines, enfin au niveau de l'ADN extrait des cellules sanguines. S'il est négatif, eh bien, on passera au séquençage de tumeurs. S'il est positif dans un premier temps, bien sûr, on va rendre un résultat. S'il est négatif, eh bien, on passera aux tumeurs. Et s'il est positif, après l'analyse de tumeurs, on conclura la présence d'une NF2 ou d'une schwannomatose en mosaïque. Si après tout ça, le résultat est toujours négatif, eh bien, on va tout simplement surveiller l'évolution de la maladie pour pouvoir essayer d'orienter au mieux le diagnostic moléculaire par la suite. Alors, si on veut conclure relativement rapidement sur la neurofibromatose de type 1, les points importants qui ont beaucoup changé depuis l'apparition du séquençage au débit, c'est bien sûr la possibilité d'évaluer les mosaïques. Alors, pourquoi c'est important d'évaluer les mosaïques? Eh bien sûr, c'est pour pouvoir, pour un parent, dans le cadre d'un projet parental chez un patient qui est porteur d'une mosaïque, c'est en identifiant la mutation, pouvoir essayer d'évaluer le risque de transmission à la descendance. Et chez un enfant qui est porteur d'une neurofibromatose de type 1 en mosaïque, c'est bien sûr de pouvoir dire aux parents, a priori, c'est un événement qui n'est pas présent chez vous, donc il y a très peu de risques pour une deuxième grossesse. L'analyse en séquençage au débit a bien sûr permis également de pouvoir s'affranchir de l'analyse de l'ARN. Alors pourquoi est-ce que c'est plus confortable pour nous? C'est tout simplement parce que l'analyse de l'ARN, c'est relativement compliqué. C'est compliqué d'obtenir et puis après, c'est compliqué de l'étudier. Donc c'est beaucoup plus simple. Disons que techniquement, maintenant, avec le NGS, c'est beaucoup plus simple et aussi beaucoup plus rapide. Ce qui, pour vous, est quand même un très gros progrès. Le NGS permet bien sûr de pouvoir directement analyser un panel de gènes, donc de pouvoir faire directement la différence entre NF1, syndrome de Légius ou toute autre raceopathie, plutôt que de faire une analyse séquentielle, c'est-à-dire avant on commençait par NF1, puis après on faisait Spread1, puis après on faisait toutes les autres raceopathies, et ça prenait parfois des mois et des mois. Et puis bien sûr, plus on connaîtra de variants moléculaires, mieux on progressera dans les corrélations génotype-phénotype. Et ça, c'est bien sûr très important pour pouvoir non seulement faire le diagnostic de la maladie, mais également pour pouvoir en faire le pronostic, faire un pronostic d'évolution. En ce qui concerne la neurofibromatose de type 2 et les schwannomatoses, les mêmes conclusions en ce qui concerne les mosaïques. Évaluation du risque de récurrence chez les parents, évaluation du risque de transmission à ses enfants pour un patient. La possibilité de pouvoir, avec le séquençage au débit, pouvoir réaliser un séquençage avec une profondeur suffisamment importante pour pouvoir identifier directement les mosaïques dans le sang et s'affranchir de biopsie, s'affranchir de l'analyse des tumeurs. Pouvoir faire la différence entre NF2 et schwannomatose, même si phénotypiquement c'est encore très compliqué. Et puis bien sûr,
très important, savoir que pour analyser les neurofibromatoses la neurofibromatose de type 2 et les schwannomatoses, pouvoir travailler sur ces tumeurs. C'est vraiment extrêmement important de pouvoir travailler à la fois sur les tumeurs et sur le sang pour pouvoir être quasiment certain d'aboutir à un diagnostic. Ce qui est quand même très différent de la neurofibromatose de type 1, où là, l'analyse sur l'ADN extrait des cellules sanguines suffit. Et là, on a vraiment une démarche commune. Alors, je voudrais terminer, encore 5 minutes, je voudrais terminer avec vraiment ce qui est très nouveau chez nous, ici, à Paris, puisque ça n'est pas encore réalisé dans le laboratoire de Ludwig Messiaen aux États-Unis. C'est la mise en place du diagnostic prénatal non invasif. Alors, pour ceux qui m'ont suivi au cours de toutes ces années, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en parle, mais là, c'est vraiment effectif, puisqu'on en a fait, pour NF1, j'en ai fait 3 cette année. Alors, ça fait quand même très longtemps qu'on réalise le diagnostic prénatal pour la neurofibromatose de type 1, même si parfois certains collègues ne sont pas tout à fait d'accord avec ce diagnostic prénatal. Bon, enfin bref, ça c'est une autre polémique. Donc ce diagnostic prénatal de neurofibromatose de type 1 est réalisé classiquement, vous le savez, sur des cellules fétales. Et ces cellules fétales, on les obtient soit par biopsie des villosités choriales, donc du trophoblaste, ça c'est réalisé à environ 12 semaines d'aménorrhée, soit par ponction de liquide amniotique, c'est ce qu'on appelle une amniosynthèse, réalisée en général à 15 semaines d'aménorrhée. On oublie le sang fœtal, nous on ne fait pas ça du tout pour le diagnostic le DPN de neurofibromatose de type 1. Ça marche très bien. Le problème, c'est que ces prélèvements sont quand même assez lourds et bien sûr ne sont pas sans risque, puisqu'on a un risque de fausse couche qui est certes minime, 0,5 à 1%, mais malgré tout, il existe des risques de prématurité, d'hémorragie et d'infection. L'autre possibilité, c'est de pouvoir étudier l'ADN fœtal circulant dans le sang maternel. Effectivement, au cours de la grossesse, dans le plasma maternel circule de l'ADN de cellules fétales. Alors cet ADN, il provient des cellules cytotrophoblastiques, du trophoblaste, c'est le futur placenta qui va se développer. Cet ADN apparaît précocement au cours de la grossesse puisqu'il est présent environ entre 5 et 6 semaines d'aménorrhée. Sa concentration augmente tout au long de la grossesse, mais en revanche, il disparaît extrêmement rapidement après l'accouchement. Et il ne persiste pas du tout après la grossesse. Donc l'objectif, pour nous, ça va être d'étudier cet ADN fœtal présent dans le plasma maternel, c'est-à-dire cet ADN fœtal noyé dans l'ADN maternel. Parce que bien entendu, dans le plasma maternel, il y a avant tout de l'ADN maternel, de l'ADN de la mère. Donc vous voyez, sur cette diapositive est représentée la proportion entre l'ADN maternel, en rose, dans le plasma maternel, et l'ADN fœtal. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc vous voyez, c'est vraiment une toute petite fraction de l'ADN présent dans le plasma maternel. Et donc pour pouvoir analyser cet ADN fœtal, il va falloir qu'on utilise une technique ultra sensible. Parce que bien sûr, l'objectif, c'est d'être absolument certain de ce que l'on va rendre. Alors, sur cette diapositive, on va se focaliser sur ce rectangle rouge, sur ce cas numéro 2, puisque actuellement au laboratoire, dans le cadre de la neurofibromatose de type 1, et même globalement dans le cadre des maladies monogéniques, nous travaillons sur la mise en évidence de variants qui n'existent pas dans le génome maternel, c'est-à-dire dans le cas de la neurofibromatose de type 1, dans les cas où c'est le père qui est atteint, donc où le fœtus risque d'avoir hérité de la mutation paternelle. Alors pourquoi est-ce qu'on a commencé par ça? Tout simplement parce que cette mutation, ce variant, il est absent du génome maternel. Donc pour nous, ça va être quand même relativement simple de mettre en évidence ce variant, s'il est présent chez le fœtus, au sein de l'ADN maternel, puisqu'il n'existe pas dans l'ADN maternel. Donc avec notre technique, si on arrive dans l'ADN fœtal circulant à mettre en évidence, à identifier ce variant d'origine paternelle, on saura que le fœtus est atteint. Donc vous voyez, 2 cas de figure. Ici, on a là, sur ce petit rectangle, est représentée la totalité de l'ADN présent dans le plasma maternel, l'ADN de la maman et l'ADN du fœtus dans ce petit rectangle. Là, on a un fœtus atteint
puisqu'il a un allèle maternel et un allèle paternel. Donc vous voyez qu'au sein de tout cet ADN, il va être relativement simple de pouvoir identifier cet allèle rouge. Et là, on a un fœtus sain avec l'ADN maternel normal et l'allèle paternel sain. Alors, la technique que nous utilisons au laboratoire, c'est ce qu'on appelle la digital PCR, représentée schématiquement sur ces petits graphiques. Donc, vous avez ici un exemple pour une première famille qui avait un variant pathogène localisé dans l'exon 5 du gène NF1. Vous voyez ici que, en fait, le variant pathogène est représenté par les petits points bleus. Donc, vous voyez que le père, bien sûr, est porteur de cette anomalie. Donc, il y a beaucoup de petits points bleus au niveau de l'analyse de son ADN. L'analyse de l'ADN de la maman montre qu'il n'y a bien sûr pas du tout de points bleus, puisqu'elle n'est pas porteuse de ce variant. Mais ici, lorsqu'on analyse l'ADN circulant dans le plasma maternel, eh bien, on a mis en évidence des petits points bleus, ce qui signifie que malheureusement, le fœtus est atteint. Un autre cas de figure, pour une anomalie localisée dans l'exon 12 du gène NF1, bien entendu, toujours la même représentation chez le père qui est, lui, porteur du variant pathogène. Pas du tout de points bleus chez la mère. Et à nouveau, pas du tout, et là, dans ce cas-là, pas du tout de points bleus chez le fœtus, qui laisse penser que ce fœtus n'est pas atteint. À condition, bien entendu, que nous soyons certains qu'il existe de l'ADN fœtal circulant dans le sang maternel. Parce que si pour une raison ou pour une autre, notre technique d'extraction n'a pas marché, qu'on n'a pas pu extraire de l'ADN fœtal du sang maternel, bien sûr, on aura un résultat négatif, puisque s'il n'y a pas d'ADN fœtal, il n'y a pas de mutant. Donc, pour s'assurer qu'il y a bien d'ADN fœtal circulant, on réalise une autre technique, dont je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous voyez que la présence de ces petits points bleus ici signifie qu'il existe de l'ADN fœtal circulant. Donc, si on ne retrouve pas le variant, ça veut dire tout simplement que le fœtus n'est pas atteint. Alors, actuellement, cette recherche de mutation paternelle en diagnostic prénatal non invasif est en routine dans le laboratoire. Bien entendu, pour pouvoir le mettre en œuvre, il faut qu'on connaisse la mutation. Si la mutation n'est pas identifiée, c'est même pas la peine d'y penser. Et puis, il faut qu'on soit prévenu suffisamment tôt dans l'évolution de la grossesse, parce qu'en fait, chaque test est un test réalisé pour une mutation donnée. Donc, ce ne sont pas des tests qu'on réalise auparavant. Donc, en fait, il faut que l'on soit au courant à peu près à la 5-6e semaine d'aménorrhée pour pouvoir avoir le temps de mettre au point le test, pour pouvoir être prêt à 12 semaines d'aménorrhée pour pouvoir réaliser le test. La détection des mutations maternelles, on y travaille, on espère que ce sera effectif en 2019. Et puis, on va également essayer de remplacer cette technique ultra-sensible de digital PCR par une autre forme de séquençage au débit, ce qui permettrait de ne pas avoir justement à mettre au point chaque test pour chaque mutation. Et ça, on va essayer de faire ça également dans le courant de l'année 2019. Voilà, j'étais un petit peu longue, comme d'habitude. Je vous remercie de votre attention et peut-être que vous avez des questions.